On vient mettre notre grain de sel. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Grain de Sel Télé, une émission produite par Traveldoc. Ravie de vous retrouver depuis le port de Marseillan où Grain de Sel Télé a amarré ses 2 voiliers. On est une équipe de gens passionnés, motivés. On sillonne le littoral roussillonnais pour rencontrer celles et ceux qui s'engagent à préserver la Méditerranée et surtout qui cherchent des solutions face aux défis de demain. Aujourd'hui, on va parler voile latine, vieux gréement et surtout transmission. Transmission de tous ces savoir-faire de navigation, de construction. Mes invités du jour, eux, sont très attachés à ce que cette mémoire, ce patrimoine immatériel et matériel maritime continue de vivre. Comment est-ce qu'on transmet cette mémoire aux jeunes générations? C'est la question qui va nous occuper aujourd'hui. Et puis en deuxième partie d'émission, on va retrouver l'invitée artistique qui a elle-même croqué plusieurs fois des vieux gréments dans son carnet à dessin. Mais avant ça, cap sur nos 2 voiliers, on retrouve Clarisse, notre jeune embarquée, et ses phrases qui sentent bon les embruns méditerranéens. On vient mettre notre grain de sel. Heureuses qui, comme Pénélope, ont pris le large pour changer d'horizon. Après plusieurs jours d'aventure, l'équipe est de plus en plus soudée et la vie de groupe s'organise. En s'essayant au journalisme de solutions, on cherche à être sur le terrain. Rendez-vous ce soir sur le plateau de Grain de Sel TV et prenez soin de vous et surtout de la mer. Se laisser porter par l'ambiance d'une région et prendre le temps de la rencontre avec des spécialistes, ainsi qu'avec les citoyennes et citoyens locaux. Sur les ports, pendant que l'équipe monte le plateau télé, les passantes et les passants s'arrêtent, observent. Je remarque que tout le monde est touché par la préservation de l'environnement. Notre présence crée l'événement et le débat s'invite dans l'espace public. On parle également de la pluie et du beau temps. Mais ici, ce n'est pas superflu. Je me suis jamais sentie aussi tributaire de la météo. En navigation, on dépend entièrement du vent. Certains jours, on ne peut pas sortir car il y en a trop. Il marche vraiment ce baromètre? D'autres, on n'avance pas car il n'y en a pas assez. La houle nous retourne le ventre ou nous berce. Je crois pas, hein. Il est à combien là? Il a 76 hectopascales, c'est ça? Je sais même pas. Ça me paraît bizarre. Alors 1010, enfin 1012. 1012? Ah bah. En mer, l'humain voit son ego s'éloigner au large. Dans l'équipe aussi, il faut savoir se plier à la météo des humeurs. Parfois, règne un calme plat, une brise de bonne humeur agréable diffusée par Maëlys, toujours à l'écoute, qui vient demander comment ça va. Ouais. Parfois, les petits malentendus font régner comme un ciel lourd et menaçant. Et souvent, on se retrouve emporté par Estelle, la tornade de force 5, qui tourbillonne sur le plateau avec une énergie incroyable. En fin de tournage, on se retrouve sous un arc-en-ciel dans une ambiance sucrée-salée entre pluie et soleil. Super fatigué, mais super content. Et moi, la petite jeune de l'équipage, je monte à bord pour vous et vous raconterai ce qui se passe derrière les coulisses qui prennent la forme de voile. À l'abordage. On vient mettre notre grain de sel. Nacelle, bête, antenne, gambier, arbre, tous ces mots, ce sont ceux de l'architecture navale traditionnelle, ces voiles latines. Ces embarcations qu'on utilisait il y a maintenant quelques années, plusieurs dizaines d'années, pour aller par exemple pêcher l'anchois. Avec les années 70 et 60 et la motorisation, ces embarcations traditionnelles sont devenues de plus en plus rares sur le littoral roussillonnais et occitan. La mer, c'est la biodiversité, la faune, la flore bien sûr, mais c'est aussi cette mémoire des gens de mer et ces savoir-faire traditionnels. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec nos invités, de cette mémoire et de cette transmission qui devient obligatoire, qui devient urgente pour les nouvelles générations. Christian Dorc, bonsoir. Vous êtes le fondateur de l'association Voile Latine à Bouzigues. C'est ça ?
Frédéric Verdeil, bonsoir. Vous êtes directeur de l'association Siloé, une association pour la réinsertion et la valorisation du patrimoine maritime au Grau-du-Roi. Merci beaucoup tous les deux d'être venus sur ce plateau, le plateau de Grain de Sel Télé, pour parler donc de voile latine, de ces nacelles. Alors, on a beaucoup, en préparant cette émission, travaillé le vocabulaire très particulier de la voile latine. Déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que les gréements latins, donc ces embarcations-là traditionnelles, ce n'est pas la même chose que les gréements Marconi, qu'on appelle ça, donc les voiliers modernes. Alors, c'est quoi la différence ? Le gréement Marconi, il est totalement différent de par sa façon de naviguer. C'est-à-dire qu'un gréement Marconi, ça marche avec une écoute pour louvoyer, remonter au vent ou régler un bateau avec le vent. Alors qu'une voile latine, ça se fait avec 3 cordages. Il y a 2 cordages importants, très importants à l'avant, qui font office d'écoute. Donc là, c'est vrai que je parle peut-être un peu trop technique pour certains. Ça change quoi pour la navigation, du coup C'est plus compliqué. C'est quand même, voilà. C'est une autre navigation, en fait. C'est une autre façon de prendre la mer. Voilà, c'est un autre gréement. Un gréement qui a plus de 2000 ans, quand même. Voilà. Alors que le Marconi est très récent. Mais c'est une amélioration de la voile latine. Mais voilà, c'est un gréement qui est plus compliqué à gérer, à manipuler. Moi, j'aurais presque envie de dire que le gréement latin, autant les autres, comme le Marconi, comme le gréement à cornes, chez les Bretons, ce sont des techniques. Le gréement latin, je dirais presque que c'est une philosophie. Un art de vivre ? Peut-être, en tout cas, un art de sentir les choses. C'est-à-dire ? Par expérience, je peux dire que quand vous voyez passer une flottille de voiles latines, par exemple, c'est très très rare que toutes les barques soient établies de la même manière et soient réglées de la même manière, on va dire. Ça va dépendre du bateau, ça va dépendre de la voile, de sa surface, ça va dépendre surtout du patron, de son état et de sa façon de concevoir les choses. Il y a aussi donc tout un vocabulaire. Par exemple, on ne parle pas de mât sur les nacelles, arbre, c'est ça ? On dit arbre, on dit arbre en province, on dit pau sur les tannes de taux, pour les nacelles en particulier. Là où on est ce soir, quand on parlera de nacelles dans cette émission, donc ce sont ces voiles, ces barques traditionnelles. Barques plates de l'étang de Thau, fabriquées en pain élémentaire, on va dire, des barques qui voient le charpentier une fois dans leur vie, c'est le jour de leur naissance. Et après, elles sont auto-entretenues parce qu'elles sont faciles d'entretien, parce qu'elles sont rustiques, elles sont solides, elles servent à tout. Vous en aviez qui étaient les dernières qu'on a vu travailler sur le port de Sète, c'était les lamaneurs qui avaient des nacelles qui étaient renforcées parce que ça prenait des chocs. Mais voilà, c'était des grosses nacelles qui servaient à transférer les cordes d'amarrage des gros bateaux au quai. Et c'était des barques qui servaient à la pêche traditionnelle. Elles servaient à quoi d'autre ? Plein de choses différentes. Ah oui, pas qu'à la pêche en fait. Elles ont été annexes à des bateaux bœufs, par exemple, à un moment donné. Elles servaient à la promenade. Le dimanche, en famille. Le dimanche, il y a plein de cartes postales d'ailleurs. On voit beaucoup plus de cartes postales de promenade le dimanche que de cartes postales de pêche. Elles servaient ici, à Marseillan, à l'époque du Père Négrou. On faisait des courses de rames en nacelle. On se faisait toujours enfumer, nous, de Bouzigues, parce qu'ils connaissaient tout, là. Mais voilà, on faisait des courses de nacelle à la rame. On allait tourner autour du Vertabarca. Et on revenait, je veux dire, on a fait ça 2-3 fois. Chaque fois, on s'est fait enfumer. Vous avez perdu. Vous avez perdu, quoi. Les nacelles, au Grau-du-Roi, servaient aussi d'annexe pour les mours de poire, pour des techniques de pêche bien grolènes, qui sont la technique, par exemple, de la cinche ancestrale, là, qui n'existe plus actuellement. Et donc, c'était un bateau qui avait multifonction. Et là-bas, c'était pour aider à développer le filet, voilà, autour du gros bateau, pour attraper notamment les thons. Donc, c'est un bateau qui existe aussi à Martigues. Voilà. Oui, ça va jusqu'en Provence. Hein. Voilà. Là, on parle vraiment de la frontière italienne. Il y a des petits cousins en Provence, ils appellent les bêtes d'ailleurs, qui n'ont pas du tout la même construction. Les mauvaises langues
disent Comme que... vous non. Les mauvaises langues disent qu'ici, par exemple, les nacelles sont des bateaux de bûcherons. Parce qu'elles sont faites directement dans les embranchements de pin. Alors que quand tu vas voir les bêtes au Martigues, par exemple, le membrurage est confectionné. Donc est plus travaillé. Voilà. Alors, il y en a, mauvaises langues aussi certainement, qui disent que nous, on serait plutôt tendance charpentier venant de l'Ouest, alors que en Provence, les charpentiers italiens, qui étaient renommés pour leur finesse, avaient fortement influencé la construction navale en Provence. Parce qu'on va y revenir aux constructions de ces nacelles. Avec la navigation vient tout un tas de savoirs et de savoir-faire traditionnels. Ces nacelles, historiquement, elles étaient construites sans plan. Oui, comme à peu près tous les bateaux de Méditerranée. Je veux dire, l'idée, on appelait ça... Alors, il n'y avait pas de plan, il y avait un modèle. Les gabarits, après. Qui était inscrit sur des gabarits simples. Alors, le gabarit, ça pouvait être une espèce de... Alors, pour les nacelles, c'est un angle. Un angle de 110 degrés, monté sur deux planches alignées en 110 degrés, qui servent à la fois... Alors, avec des marques partout, bien entendu. Après, il faut aller voir les marques, on ne va pas y revenir. Mais à partir de ça, c'est ce gabarit qui va servir pour aller dans la forêt, viser les angles d'embranchement sur les pins, donc et les couper. Et savoir quel pain on coupe voilà, du coup, quel pain pour on coupe faire parce qu'il a le bon angle. Voilà. Donc, c'est de l'observation. Le charpentier se promène dans la forêt. On a fait ça il n'y a pas très longtemps, nous, pour quand on a construit cette nacelle-là, il y a 2 ans, avec André Bonnemots. On a passé une journée dans les forêts de la Gardiole avec la bénédiction de l'ONF à viser des embranchements de pins et en faisant des croix sur l'arbre en disant celui-là il est bon, il y en a un, il y en a deux. Et puis on a coupé quelques-uns comme ça, avec la bénédiction de l'ONF forcément. Et on a pu construire cette nacelle en confectionnant nos membrures de barque dans ces machines-là. Pour en revenir à la question, ce sont des choses qui touchent à la fois au savoir-faire, au pif, parce que... L'intuition. Je crois que c'est plus que de l'intuition, je crois que c'est de la transmission. Peut-être qu'on y reviendra après, mais la façon de faire, la transmission directe, parce que là, on a la chance, nous, je vous dis, d'avoir Bonnemots à Metz qui a reçu ça de son père. Alors, il a reçu ça, il a reçu le savoir, et il a reçu un petit carnet où chaque bateau est inscrit sur une page du petit carnet. Il y a suffisamment de chiffres contenus dans une page de petit carnet pour faire un bateau, pour faire le même. Il y a d'autres savoirs aussi, parce que cette navigation-là, c'est savoir comment on faisait, par exemple, pour repérer la profondeur de l'étang, ou sans technologie, en fait, non ? Alors là aussi, moi, enfin, je ne sais pas... Moi, je connais mieux les temps que moi. Vas-y, c'est toi qui dois dire. Tu es sûr ? Ben oui, ça, je suis sûr. Non, je crois que là aussi, on parlait de transmission encore, je crois que c'est une donnée qui est permanente dans le truc. Si vous avez l'occasion de passer au musée de l'étang de Thau à Bouzigues, vous trouverez, en fouillant un peu, des cahiers de pêcheurs. Et ces cahiers de pêcheurs, ce n'étaient pas des grands dessinateurs, les mecs, ce n'étaient pas des grands écrivains non plus. Donc, sur les cahiers de pêcheurs, vous trouvez repérés tous les lieux de pêche, avec des noms. Alors, les noms, ils sont en occitan, forcément, parce qu'il n'y avait que cette langue qui fonctionnait à la pêche. Mais vous avez... Donc, et ces carnets se transmettaient. Enfin, un peu comme André avec son carnet de chiffres pour sa barque. Il y avait les mêmes choses chez tous les pêcheurs, où ils transmettaient à leurs enfants les endroits, les endroits où il y a des tocs. Peut-être on y reviendra. Les endroits où la pêche est bonne. La pêche est bonne. Alors l'étang de Thau, c'est un peu particulier parce qu'il y a des endroits un peu particuliers, des monticules sous-marins dans l'étang de Thau qui sont des lieux de pêche bien connus et que les gens repèrent. Donc il y a des lieux de pêche ils ont tous leur nom. Ils ont tout noté en fait. Tout est noté. Et on va y revenir justement à cette transmission parce que c'est très important. Comment on fait pour attirer, pour donner envie à la jeune génération de venir faire un tour de barque et de s'investir là-dedans. Frédéric, c'est votre travail. Vous utilisez l'architecture navale traditionnelle comme biais pour réinsérer des publics. Notre vocation première, elle n'est pas de sauver la voile latine, parce qu'on s'aperçoit dans toutes les associations qu'il y a de Perpignan à ici, un problème d'âge. Voilà, ça devient de plus en plus âgé. Il y a un problème de relève, tout à fait.
Mais Siloé, c'est pas notre. Voilà, on est sensible à ça et on a envie d'y collaborer à tout ça. Mais au départ, Siloé, c'est un travail d'insertion sociale qui a utilisé. Donc, on existe depuis 1984 quand même. Voilà. Et en fait, on utilise le maintien et la restauration de tous ces bateaux patrimoniaux comme un outil d'insertion. Voilà. Parce qu'on a vite compris que c'était aussi le bateau, c'est aussi un moyen de rêver, hein, d'attirer des gens qui ont plus trop d'envie de se bouger et tout ça. Et donc, c'est porteur de rêve un peu tout ça. Et donc, du coup, ça permet d'attraper des personnes qui ont plus trop d'envie de rien. Et de susciter des vocations, du coup. Voilà, et du coup, voilà, en naviguant après, peut-être qu'ils ont envie de le réparer juste derrière. Et puis après, de quitter Siloé parce qu'il n'y a pas vocation à rester ici. Mais de trouver une idée pour la suite. Voilà. Mais c'est donc aussi un moyen de faire connaître tout ce savoir-là et toute Voilà. cette culture-là. Non, mais c'est pas, on n'a pas pris le patrimoine maritime au hasard. Hein. C'est pour ça qu'on est très sensible aussi et à ça. Mais comment vous en êtes arrivé, vous, à moi, cette passion? Je suis tombé un peu dedans quand j'étais petit. Moi, j'ai eu la chance de faire de la voile très jeune. Voilà, et après, mais Siloé, ça voilà, combien, 30 ans, maille. Et voilà, et moi j'y suis depuis le début, donc j'ai été toujours dans cette dynamique-là de vieux gréement qui m'a beaucoup attiré. J'étais d'abord moniteur de voile, et puis après le vieux gréement, ça m'a vite attiré. Et du coup, je suis resté là-dedans. C'est un peu passionnel, on va dire. Voilà. Et vous, Christian? Oh, je suis passionnel, forcément, mais pas sur le même biais. Moi, je suis rentré plutôt sur le biais culturel. Quand tu dis ça, tu as l'impression de passer pour machin, mais je suis d'ici un peu. Et c'est vrai que tout le monde en face, c'est les nacelles sur les temps de taux avec des gens qui faisaient la traîne derrière. Et à un moment donné, même si tu es issu de la terre, comme je suis, hein, ma famille est de la terre, beaucoup plus que de la mer, on a envie d'aller voir comment ça se passe. Donc ça a commencé comme ça, tout simplement. Je sais pas. Et après, vous en êtes arrivé maintenant, vous faites l'inventaire de toutes les barques. Les circonstances, c'est bizarre. Les circonstances de la vie font que tu te retrouves avec une barque un jour entre les pattes, hein, et puis tu es obligé de. Tu te dis qu'après tout, tu pourrais mettre un gros moteur dedans et faire péter tout ça. Et puis tu te dis non, putain, quand même, elle est jolie cette barque. Hein. Elle serait peut-être mieux avec un peu de plume dessus. Donc tu mets une petite voile dessus, puis tu dis merde, je sais pas comment faire pour l'utiliser ce machin. Alors tu dis. On a des copains chez les Catalans qui savent faire parce qu'ils avaient le papa qui leur avait appris. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se prend le train, là. C'est bien, il y a le train tout le long ici. Tu pars à Collioure, là-bas, voir le père à Louge comme maille, et puis tu fais un été avec le père à Louge. Et qui t'a dans tout l'été, il a dû dire 3 mots, celui-là, mais il t'a appris tout. Alors... Et après, comme ça, il y a. Et après, tu repars, et puis tu vas le revoir, et puis tu apprends tout seul. Et puis, tu sais, ici, il y avait des pêcheurs. J'ai relevé des mots des pêcheurs qui disaient à nos enfants, il faut leur apprendre le biaille. Le biaille, c'est la façon de pêcher. Il faut leur apprendre le biaille, mais il ne faut pas tout leur apprendre. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'eux-mêmes découvrent comment il faut faire. Donc, alors, on leur apprend un petit peu de biaille, et puis le reste du biaille, c'est eux qui l'apprennent. Et puis, on voit s'ils ont du talent ou s'ils n'en ont pas. Le talent, c'est un supplément. On y revient encore à cette transmission des savoir-faire. Je voudrais vous montrer l'image du jour de cette émission, la couverture d'un livre de Victoria Magenti du Parc naturel marin du Golfe du Lion. Ça s'appelle « Mémoire et cuisine des gens de mer ». En fait, elle est allée rencontrer les personnes qui vivent depuis très longtemps au bord de la mer, notamment sur la côte Vermeille, à Collioure par exemple, recueillir la parole des orangères qui déchargeaient les cargos d'oranges qui arrivaient. Cette mémoire, comment on fait pour qu'elle survive? C'est ça la question qu'on se pose ce soir. Je pense qu'il faut faire un travail, parce qu'on a fait, pas moi, mais l'association Siloé, hein, des gens très compétents, là, du récoltage, avant que les anciens meurent, aller chercher, les enregistrer, écrire tout ce qu'ils racontent, faire des croquis, faire tout ça, pour garder tout leur savoir qui est en train de disparaître petit à petit. Voilà, je pense qu'il y a déjà, dans un premier temps, un récoltage à faire. Et un deuxième, comment on le retransmet, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est chouette de garder et d'expliquer au tout ce prochain. Travail de restitution qui est important. Mais je crois que le travail de collecte est un truc primordial. fondamental. Il faut qu'on sache où on en est, quoi.
D'abord, la première chose à faire, voilà, c'est collecter. faire un peu le point de notre situation. C'est d'ailleurs ce que vous faites. Alors vous faites l'inventaire de. Voilà, on avait fait ça des barques, dans les années littorales. 2003 déjà, hein, Fred, à Ouais, l'époque. avec des étudiants là. Avec des étudiants, trois ou on avait quatre lancé des étudiants. étudiants on avait mobilisé toutes les associations du littoral et leur avait foutu des étudiants dans les pattes avec des petits papiers qui ramassaient qui ont fait l'inventaire de toutes les barques du littoral. Il y en avait 280, Ils ont fait un 200, annuaire comme ça, 300 barques. Hein, voilà. Super travail. Et là, C'est 15 ans un très beau travail. après, on se dit que c'est peut-être le moment de voir un peu, d'avoir une vision un peu dynamique des choses. Donc, on refait le même truc. Enfin, Et on verra ce qu'il en reste. on projette de faire la même chose parce que c'est pas encore fait. C'est la région qui a les cartes en main là, en ce moment qui doit financer ou pas cette histoire-là. Donc pour relancer le même type de collectage, c'est savoir où on en est de la flottille traditionnelle de toutes les barques entre Cerbère et le Rhône. Hein, c'était le truc. Donc ça va nous permettre d'évaluer les urgences parce qu'il y a certainement des barques qui sont à sauver de façon urgente, mais aussi ce qui a trop, ce qui a moins, voilà, comment l'entretien a évolué parce que c'est vrai qu'il y a le personnel aussi a changé. Hein, le personnel des passionnés a changé. C'est-à-dire le personnel... C'est-à-dire, Fred disait tout à l'heure, on commence à être un peu vieux, nous autres. Et comment alors parce que ça passe aussi par les enfants, je suppose. Est-ce que vous faites des sorties sur... Ça, c'est encore autre chose. Ouais. Hein, Oui, Fred, raconte l'histoire des enfants, là. C'est bien. Alors nous on fait des sorties à la journée avec plein d'associations, notamment nîmoises, parce qu'on est des Gardois nous là-bas. Et donc c'est des gamins qui sont dans des situations un peu en galère, ou d'IME, ou de gamins de ZUP, etc. Donc on transmet et on leur fait découvrir ça. Mais pour moi, ça suffit pas encore. Moi, je pense que si on veut faire une vraie transmission, il faut qu'on arrive à rentrer dans des écoles de voile, qui est comme le Hobbycat, comme le Optimiste, qui sont des très bons bateaux. Qui est des cours de barques. Tout à fait. Voilà. Et si on arrive à choper via le milieu scolaire, ça sera encore mieux, parce que ça veut dire que beaucoup de gamins y passeraient. Qu'on arrive à développer la voile latine par le scolaire avec des professionnels moniteurs, je pense que c'est ça l'avenir. Voilà. Je ne sais pas comment le faire, hein, mais... En fait, c'est faire rentrer les cours de barque traditionnels dans les écoles aussi, qu'il y ait des cours que le mercredi après-midi, les enfants, ils aillent sur la mer naviguer. Ouais, c'est un peu à ça. l'ancienne. Je sais pas, moi, tu es au collège à Grenoble. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais comme sport? Du ski. Eh bien ici, tu vas faire la voile latine. Enfin, je sais pas, non? Ça rentrerait dans les Ou de la voile, mais si on faisait de la voile latine, ça serait quand même un peu mieux. Ça sera d'ailleurs le sujet du reportage d'aujourd'hui avec des passionnés qui essayent justement de sensibiliser les enfants à cette pratique ancestrale. On touche à la fin de ce débat, mais je voulais quand même vous poser une dernière question pour qu'on se rende compte de ce que ça change de naviguer avec d'autres personnes. En fait, l'avantage de la navigation, c'est qu'il n'y a plus de différence sur un bateau. On est tous à égalité, en fait. Nous aussi, Loué, parce qu'on a aussi des bateaux plus gros que des barques catalanes. Mais bien sûr, notre travail, on travaille sur ça, sur la notion d'équipage, sur la notion de solidarité, sur la notion de la place pour chacun. Chacun a sa place, en fait, fait. sur une voile latine aussi. Et pour des gens qui en ont pas beaucoup dans notre société, et ben, du coup, ça aide un peu à aller mieux demain, quoi. C'est pour ça qu'on utilise tout ça, non? C'est pas pour autre chose. C'est recréer du lien entre les hommes, comme les bouts. On dit les bouts pour la voile latine aussi? On dit ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. Ouais. Les bouts, ça se dit, ouais. Ouais. Les cordes, les cordages. Il n'y a pas de. On est très, 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 très loin des images marine nationale qui est souvent transportée, y compris dans la navigation de plaisance. Non, on n'est pas dans la marine nationale, nous. On n'a pas de uniforme. On est tranquille, on est détendu. On est tranquille, on est plutôt sur du culturel que sur du... Hein, Puis c'est pas une hérésie de dire une corde. C'est pas une hérésie, non. Non, On n'est pas bien dans sûr. le péché et l'hérésie. Tu coupes pas la tête parce que tu as dit une corde. On est, par va. contre, on accepte Ça va. l'humilité qui existe sur les barques et qui met un peu à égalité toutes les prétentions. Je trouve que c'est intéressant. Ça remet tout à place. C'est une jolie façon de terminer la discussion. Dernière question, c'est traditionnel. On demande toujours à nos invités une recommandation pour les téléspectateurs. Alors ça peut être
un film, un livre, ça peut être aussi un moment, un paysage, quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous a marqué, vous, dans votre parcours et dans votre passion de la voile latine. Le lever de soleil. Ouais, le lever de soleil à Faut le Gruissal vivre le une fois. matin, quand tu es en retard, que tu prends un coup de pied au cul par le capitaine parce que tu es allé boire un café alors que tout le monde attend de partir pour aller voir le lever du soleil. Voilà. Là, mais c'est rigolo parce que voilà, c'est vrai, c'est une histoire vraie. On avait prévu de partir voir le coucher du soleil et il n'y a que Dork qui n'a rien compris. Il était en train de se coucher, le mec. Et le coucher du soleil, on l'a vu là, quoi, à peu près. Le coucher ou le lever alors? Le lever, Le pardon. lever, ouais. Le lever. Voilà. Donc, Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous partager votre passion de la voile latine ici avec Grain de Sel Télé. C'est très intéressant, ça donne envie d'aller naviguer, de prendre le temps, de hisser la voile et de prendre l'air, le large. On va d'ailleurs regarder ce reportage tout de suite sur Grain de Sel Télé. On vient mettre notre grain de sel. J'ai 26 ans et je suis venu à la voile latine à cause de mon père, on dira. C'est grâce à lui que je me suis passionné des bateaux bois. Et c'est vrai que c'est magnifique sur l'eau et du coup, je m'y suis attaché pas mal. Le Cassou, c'est la plus petite bête des temps à fond plat. C'est une idée de mon père qui a dessiné ça il y a 30 ans, donc c'est basé sur un optimiste. On a sécurisé en rajoutant des caissons et en revoyant un peu les volumes. Mais voilà, on a gardé l'idée vraiment générale du truc pour amener des jeunes à la voile, hein, tout simplement. Apprendre la voile latine, ouais. Apprendre aussi à travailler le bois, moi je trouve ça passionnant. Hein. C'est un matériau qui est vivant, donc il y a beaucoup de techniques pour apprendre à faire au bois ce qu'on lui demande, sans qu'il casse non plus. Techniques d'assemblage, et puis toute la culture, les connaissances. Il y a encore pas mal d'anciens qui sont des références dedans et qui nous permettent à nous, en tout cas aux plus jeunes, de se lancer. On a eu du bol d'avoir le soutien de Richard Cassoli, patron de la barque Notre-Dame de Consolation, et qui est prof de techno au collège de Saint-Laurent. Ça a été l'endroit où le plus rapidement on a touché le plus de jeunes. Ça a pas mal plu, il y en a pas mal qui ont accroché, à qui ça plaisait. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont continué dans le bois d'ailleurs. Ça demande de l'entretien, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est aller vers le respect des bateaux. On finit par le personnifier et on s'y attache, on y développe des sentiments, quoi. C'est une philosophie de vie qui est plus tranquille. Parce que c'est pas le développement durable et tout ça qui fait qu'il y a de plus de gens qui s'intéressent donc au travail du bois, qu'il y a une mode autour de ça, mais tant mieux en tout cas. Donc ouais, on est de plus en plus nombreux, je crois. On vient mettre notre grain de sel. On a beaucoup parlé de transmission et de l'importance de documenter tous ces savoir-faire traditionnels, cette mémoire, cette culture des gens de mer. Eh bien, l'artiste que je reçois ce soir s'est attelée à la tâche. Bonsoir Marie-Josée Doutre. Bonsoir. Vous êtes carnétiste et avec vos crayons et vos pinceaux, vous êtes allé dessiner les barques traditionnelles de l'Occitanie et vous avez même travaillé en immersion au sein de l'association Siloé dont le directeur Frédéric Verdeil était notre invité il y a quelques instants. Qu'est-ce que vous y avez dessiné ? Alors moi j'ai rencontré Siloé en 2017 pour une fête qui s'appelait la Guinguette de la mer. Ce qui m'a séduit, c'est que cette équipe de charpentiers de marine, accompagnée donc d'une équipe de charpentiers, de travailleurs en chantier d'insertion, eh bien faisait une fête tout simplement pour récupérer la somme qu'il fallait nécessaire pour changer le moteur donc de Valentine, le bateau, donc le sardinier qu'ils ont, qui est un bateau magnifique. Il y a eu une réunion fabuleuse de tous les forces vives du territoire, notamment beaucoup d'artistes, et une vente aux enchères a permis de récupérer 10 000 €. Donc après cette expérience, je me suis dit, eh bien Siloé, c'est pas rien. C'est à la fois donc un chantier d'insertion, c'est sûr, mais
mais c'est aussi une vie, et une vie d'humains uniquement, de gens simples qui travaillent et qui sont passionnés par leur travail. Donc la deuxième rencontre, ça a été en 2008, volontaire, c'est-à-dire que je me suis installée dans leur cuisine, parce qu'il faut que vous sachiez qu'ils ont une cuisine qui est une cantine solidaire où l'on mange pour 4 €. Et donc on sait aussi que dans la navigation de Siloé, qui est une navigation de chantier, eh bien le repas est quelque chose de fondamental. Les navigateurs le savent, on attend le repas avec impatience. Et donc, parler de Siloé en faisant un inventaire des biens communs, des biens matériels qui sont dans la cuisine et dans tout le chantier, donc, le chantier naval permettait de rencontrer de façon plus intime et plus profonde donc tout cet équipage, quoi, pour ainsi dire. Donc j'ai consciencieusement et aux mêmes heures c'est-à-dire d'ouverture, je commençais à 8h le matin avec Fred qui offrait le café et qui donc là donnait le cahier des charges de la journée. Et ça se terminait toujours, qu'est-ce qu'on mange à midi? Et on s'adressait là au maître coq, qui était donc le cuisinier, qui bien sûr savait la charge qu'il avait. On attendait midi avec impatience. Alors j'ai à la fois dessiné des barques, bien entendu, toutes les barques de Siloé, elles sont dans mes carnets, mais j'ai surtout fait l'inventaire de ce qu'il y avait dans ce chantier, en commençant par la bibliothèque. Et au même titre que Pérec, ou que Francis Ponge, par exemple, eh bien, j'ai énuméré et j'ai consciencieusement nommé, retenu tous les livres qu'il y avait dans la bibliothèque. Les livres de cette bibliothèque parlent de la personnalité de tous ces gens qui sont dans cette association. J'ai fait la même chose en ouvrant les placards des cuisines et en dessinant toutes les casseroles, etc., qui permettaient également de savoir, que ma foi, on peut passer de 5, parce qu'à 10h, on ne sait pas combien nous allons être pour manger, de 7 personnes à 30. Et c'est comme ça que j'ai rencontré également Christian Rourke qui est venu tout à l'heure, qui est venu tout à l'heure. Et puis tout ce milieu marin. Il y a évidemment les barques traditionnelles et puis évidemment les gens qui font vivre l'association. Vous êtes venu avec vos carnets et on voit aussi là une autre barque traditionnelle, c'est le Miguel Caldente, c'est ça? Oui, c'est le Miguel Caldente qui a été mis à l'eau le 17 mars 2020. Sur la Robine, qui est le canal de la Robine. Donc, cette barque est une goélette catalane. D'ailleurs, je fais un rappel à ce que vous avez dit tout à l'heure. Elle transportait des agrumes, elle transportait les oranges de Barcelone à Port-Vendre, à la Côte Vermeille, etc., sur la Côte Vermeille. Il y a d'ailleurs une plage à Port-Vendre où les personnes, donc les habitants de Port-Vendre, allaient régulièrement ramasser sur la place les oranges qui étaient tombées du bateau et qui donc allaient sur la côte. Donc, ce bateau était en restauration sur la berge de la Robine depuis 2007. Vous pouvez en voir l'état sur ce dessin qui est ici, qui est d'ailleurs le premier croquis que j'ai réalisé et qui a été validé par donc le charpentier, qui est Yann Pajot, qui est en fait un charpentier de marine, qui est un expert national en fait, et qui est donc l'expert de la Drac. Et à partir de ce premier dessin, qui lui a plu, parce qu'il était technique déjà, et à la fois il y a quand même une dimension plastique qui est autorisée dans ce genre de travail, même si c'est très documentaire. Et à partir de ce jour-là, c'était en 2014, j'ai donc été intégrée à l'équipe et régulièrement j'ai fait un suivi de chantier à travers mes dessins. Moi, le dessin fait partie de cette famille d'outils de travail qui met en valeur un patrimoine. Le patrimoine. Tout simplement. On parle d'inventaire, on parle de documentation. En fait, ça reste aussi de l'art, ça reste des dessins, ça reste une œuvre d'art, mais une œuvre d'art au service de la mémoire. En fait, c'est ça l'importance du documentaire dans l'art. C'est exactement ça, parce que le regard sur le dessin, il y a le regard sur la photo, qui est un instantané. Le dessin, par exemple, il se fait sur un temps plus long. Ça ne veut pas dire que dans une journée de 8 heures, je ferai 10 dessins. Peut-être que le dessin que je vais entreprendre sera repris, et puis que, ma foi, on n'est pas là pour rien. Il y a aussi ce partage avec donc l'équipe. C'est dire et montrer que moi, avec mon dessin, je suis à la même place que celui qui est avec sa machine-outil en train de réaliser, ou avec, en train de réaliser une pièce en bois. C'est exactement la même chose. C'est un rôle à part entière. Voilà, et c'est la partie documentaire
l'univers de l'art m'intéresse beaucoup. Vous voyez, et à travers justement ce travail de carnétiste, c'est ce qui m'intéresse de faire. Comment vous en êtes venu à travailler, à être autant lié à la mer? Il me semble que vous avez une histoire à propos ici de Marseillan, là où on se trouve. Oui, je suis contente d'être à Marseillan ce soir parce que, en fait, bon, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts et à l'époque, je faisais de la navigation déjà. On parlait beaucoup de ces chantiers de Marseillan et c'est vrai que les chantiers de Marseillan qui étaient juste là derrière, sur une petite plage, il n'y avait pas toutes ces habitations, on y construisait des bateaux en ferrociment. Et les bateaux en ferrociment, c'est entre l'utopie et c'est entre le rêve, mais qui devient réalité aussi. Le bateau en ciment, bien sûr tout le monde le sait, permettait des navires, en fait des bateaux qui étaient de grande taille, parce que le ciment c'est pas cher. Et puis ensuite arrivait le problème de l'accastillage, arrivait le problème de l'aménagement intérieur. Et en fait, je reviens encore à mon travail personnel qui est très lié sur Pérec, par exemple, ou sur Ponge. Ce sont vraiment l'inventaire. Faire l'inventaire, oui. Eh bien, l'inventaire de ces bateaux, il était sous la coque. Et sous la coque, on y voyait ce qui ensuite venait à l'intérieur du bateau. Pour des étudiants aux Beaux-Arts qui donc, mais savoir comment c'est fabriqué, et puis qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et pourquoi et comment, eh bien, c'était fantastique. Merci beaucoup Marie-Josée Doutre d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir partagé avec nous vos croquis, vos dessins qui permettent de conserver cette mémoire de l'architecture navale traditionnelle. Grain de sel télé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous retrouve très vite pour un prochain numéro consacré à la production et à la pêche durable ou comment mettre de l'éthique dans nos assiettes. En attendant, prenez soin de vous et surtout de la mer.